Bienvenue dans ce nouveau grand témoin, amis téléspectateurs. Vous êtes bien dans le cadre du JT diplomatique. Nous avons à cœur d'aller vers les acteurs de la vie internationale, mais pas que, puisque nous avons aussi à cœur d'accueillir des entrepreneurs et ceux qui, grâce à la nature de leur activité, eh bien, sont en contact avec les partenaires extérieurs. C'est le cas aujourd'hui, puisque je reçois M. Feli Samouna, qui est le fondateur et managing director de Congo Call Center, mais aussi le cofondateur d'Ingenious City. Monsieur Feli Samouna, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de Congo Call Center dans une première partie. J'aurai à cœur d'accueillir Monsieur François Ngueny juste après vous. D'abord, on peut parler effectivement d'un véritable challenge, de se lancer dans un secteur très concurrentiel, il faut bien le dire, et qui jusqu'ici, il faut bien le dire aussi, était plutôt l'apanage de l'international. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, la première motivation, c'était d'abord la volonté de combler ce trou-là. Le trou qui manquait, puisque à l'époque, il n'existait pas encore de call center. Tous les call centers étaient gérés par les opérateurs télécoms. Donc, on s'est mis en défi d'aller leur parler pour qu'ils aient assez confiance pour confier ce secteur-là en sous-traitance à des acteurs locaux. Le secteur n'était pas libéralisé à l'époque, pas encore. Ou c'était libre, mais ils ne pensaient pas pouvoir trouver des partenaires de qualité, de standing pour pouvoir assurer cette tâche-là. Ce qui fait que, démarrant en 2006, il nous a fallu 3 ans pour convaincre un premier partenaire qui était Tigo à l'époque. Et donc, on a commencé en 2000... Tigo qui appartient à quel groupe télécom? Tigo, à l'époque, appartenait à... Congo China, je pense. Non, Tigo appartenait à... J'ai oublié, ça me reviendra. En tout cas, c'est un opérateur important. Absolument, qui a c'était parmi les trois grands opérateurs de l'époque, oui. Alors, le groupe Tigo, qui est un important opérateur télécom, donc fait le pari de vous suivre. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que ça nous a mis le pied à l'étrier. Faut le reconnaître. On a passé des tests pour pouvoir y arriver. Et donc, toute l'aventure a commencé là, en 2009. Parce que, en 2006, on avait un call de 12 positions. Donc, c'était juste pour présenter. Donc, on a commencé avec Tigo. Nous sommes passés à Orange. C'était Congo Chine Telecom en 2013, 2014. Avec combien de positions à l'époque, on a géré leur call center. Tigo, c'était à peu près 60 positions. Orange, c'était d'abord sur le plan administratif. Et puis, on a levé le niveau, le challenge, en disant, OK, on va insourcer. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur vos plateaux, nous allons travailler sur nos plateaux avec notre matériel. Parce que ce qui était important, c'était de montrer qu'on pouvait faire le travail du début à la fin. Donc, on est passé d'un call center de 12 positions avec un système qui pouvait accueillir 750 positions. Et donc, on a développé à peu près 300 positions à l'époque. Aujourd'hui, nous tournons autour de 350 avec plus ou moins 450 employés. Alors, dans cette croissance-là, est-ce que vous avez, à un moment donné, bénéficié d'un appui extérieur en termes de renforcement de capacité, par exemple? L'appui extérieur remarquable, c'était sur un fonds d'investissement hollandais qu'on a approché. On a discuté avec eux. Ils ont accepté de financer toute la partie extension pour que nous devenions totalement indépendants. Et donc, on a cheminé avec eux depuis 2012. Et donc, c'est grâce à eux qu'on a pu financer tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a développé notre clientèle en 3 secteurs. Le secteur bancaire, le secteur privé et puis le secteur des ONG internationales comme le PAM, CRS D'accord. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur la sous-traitance. Vous êtes dans un secteur extrêmement concurrentiel, vous n'êtes pas les seuls, mais il y a beaucoup d'entreprises étrangères aussi qui opèrent. Mais ce que l'on remarque dans les faits, dans la pratique, c'est que parfois des nationaux ou des structures étatiques préfèrent, en tout cas pour des raisons qui sont les leurs, on n'est pas là pour juger, recourir à leurs services. Alors qu'il y a une loi, enfin on dirait qu'elle est antérieure à tout cela, mais qui quand même recommande que l'on puisse confier aux nationaux une part de marché en matière de sous-traitance. Votre avis là-dessus? Mon avis, c'est qu'il ne faut pas faire de la sous-traitance pour la sous-traitance. À compétence égale, à valeur égale, à standing égal, il faut confier aux nationaux.
Mais ce qui se passe, c'est que les plus grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre, ce sont des entreprises étrangères. Et vous avez à la tête de ces entreprises, s'il y a 10 postes de direction, vous en avez à peu près 6 à 7 qui sont gérés par des personnes étrangères. Donc, la quotité, c'est 20%, 30% des nationaux. Donc, ce qui fait que quand il faut arbitrer pour passer des contrats, bah, ces contrats-là, parfois, ça passe à des sous-traitants extérieurs et étrangers. Donc, ce qui est quand même dommage, parce que nous nous poussons pour promouvoir l'entrepreneuriat local, pour faire en sorte qu'on puisse créer cette classe moyenne congolaise, mais pour ça, il faut avoir des contrats. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises, télécoms, banques, etc., puissent en fait cannibaliser, je veux dire, toute la chaîne de valeur. Vous venez au Congo pour faire... Vous êtes dans la télécommunication, vous êtes dans la banque, vous êtes dans l'importation, mais il est important que le reste puisse aussi bénéficier du local content congolais. Alors, avant de conclure, et avant que je ne reçoive François Nguéni, qui est le Managing Director, ou plutôt le coordonnateur de Ingenious City, parlons de la vision et des perspectives d'avenir. Ben, les perspectives d'avenir, c'est simple. Nous, on a une seule ambition, c'est devenir un call center de référence en Afrique centrale. Je dirais plus call center, contact center. C'est-à-dire qu'on est passé de la voix à tous les services annexes. Aujourd'hui, nous gérons la voix, nous gérons tout ce qui est réseaux sociaux et nous gérons maintenant tout ce qui est aussi gestion de website. Donc, vous avez votre site internet, site web, et nous pouvons le gérer à votre place, c'est-à-dire contacter, diriger directement les informations avec vos clients. Donc, partant de cela, si nous arrivons à continuer à nous améliorer, nous pourrions devenir une référence en Afrique centrale. Nous avons déjà tenté une première expérience au Congo-Brazzaville, où nous gérions le call center de Azur Telecom, mais avec ce qu'il y a eu à l'époque, l'histoire Mbata Mukolo, on a dû replier, mais on est déjà en négociation pour repartir. Nous faisons déjà aussi de l'outsourcing avec une grande société sud-africaine, pour lequel nous commençons à faire des enquêtes, des sondages sur place, avec le grand journal The Economist. Nous faisons aussi déjà tout ce qui est survey, enquête d'opinion, etc. Et donc, nous pensons que dans les 2-3 années, on va pouvoir développer notre affaire au niveau de l'Afrique centrale, du moins. Merci infiniment, Félix Amouna. Je rappelle que vous êtes le fondateur et managing director de Congo Call Center. On devrait dire Congo Contact Center. Contact Center, puisque maintenant on est multicanal. Merci infiniment. Merci. Rien de plus naturel que de faire la transition entre Congo Contact Center et le premier incubateur de RDC, j'ai nommé Ingenious City. J'ai le grand plaisir d'accueillir son coordonnateur et cofondateur François Nguéni. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens de le dire en introduction, premier incubateur de RDC, mais il y a une petite histoire à nous raconter. Dites-nous. Ben, je pense que l'histoire commence avec ce que vous avez annoncé tout à l'heure, le Congo Contact Center. Ça faisait des années qu'on était en discussion avec M. Félix Amouna, qui est un aîné pour moi. Et la réflexion portait sur trop de débats sur le fait que, bon, on a des amis, des jeunes frères qui viennent demander de l'appui, mais sans encadrement, ça posait problème. Au-delà de ça, au niveau du Congo Contact Center, le travail d'utilisation du téléphone doit être limité dans le temps. La plupart des jeunes qui sont au call center, maximum 2 ans, après, ils ne peuvent pas continuer ce travail. Et on a réalisé également qu'il y avait des jeunes brillants. Comment les accompagner dans un cadre qui leur permettrait, pour ceux qui auraient des idées, de développer leur projet? C'est dans ce cadre-là que, réflexion faisant, ayant été un ancien banquier, des challenges qui sont réels parce que certains profils ne peuvent pas avoir accès à un accompagnement, ne fût-ce que d'encadrement, de conseils pour ces jeunes gens-là.
Et à ce moment-là également, on parlait de plus en plus des incubateurs, des jeunes entrepreneurs. Bon, je n'aime pas beaucoup l'expression start-up parce qu'aujourd'hui, c'est une expression galvaudée. Parce que derrière start-up, est-ce qu'on entend... C'est un vrai fourre-tout à l'heure actuelle, on exactement. trouve n'importe quoi. Oui. Et donc, on a finalement décidé de nous lancer. On a pris un entrepôt juste en face de celui qui occupe le Congo Contact Center, qui fait à peu près 1200 mètres carrés. Mais je suis ancien banquier, Feli, un homme d'affaires depuis 30 ans. Un incubateur, c'est un nouveau monde pour nous. Et c'est là qu'on rencontrera une organisation Élan RDC qui, dans le cadre d'un programme sous financement de DFID, du Royaume d'Angleterre, Royaume-Uni, oui. Au Royaume-Uni, ils nous ont accompagnés en termes de conseils en considérant que voilà, nous venions avec un espace et eux avaient déjà mené une étude pour identifier des acteurs de notre écosystème avec un objectif finalement qu'on se mette ensemble et qu'on puisse développer ensemble l'écosystème. Ben, ça a été difficile parce que je pense que nous avons encore un challenge, un défi à relever ici, la culture de collaboration. Généralement, ce n'est pas juste le problème de l'écosystème, mais de manière générale, souvent l'ego dépasse l'esprit de collaboration. D'où l'écosystème. Exactement. Et donc ça a été un défi et donc on avait finalement décidé, après avoir signé des accords de collaboration, on a perdu un petit peu le temps, et de mouiller le maillot. Ben bon, mouiller le maillot dans un environnement où on parle d'un incubateur et puis l'entrepreneuriat des jeunes, c'est un gros défi. Mais je crois qu'avec à la fois l'accompagnement au début de Élan RDC en termes de conseils, et puis avec un petit appui financier, parce que bon, nous avons finalement aménagé notre espace sur fonds propres. Au départ, Feli et moi, on a été grattés un petit peu dans nos réserves. Et ensuite, un an après, on a eu aussi 2 personnes qui ont décidé de s'embarquer avec nous, Alexis Ndengue et puis Richard Mwamba. Et donc, partant de là, on a appris dans les difficultés. Comme on dit, c'est à chaque étape de difficulté, ben, on apprend, on grandit. On apprend, on grandit. Ce que vous avez aussi, et ça, je passe à une étape suivante, mais dans le cadre de votre développement, de votre croissance, vous avez réussi à mettre sur pied plusieurs programmes d'incubation, avec notamment le soutien d'ONU Femmes, mais aussi de la coopération des Pays-Bas. Bien entendu, bien entendu. Avant d'en arriver là, nous avons d'abord également été inscrits comme membres des organisations africaines, notamment AfriLabs. Tout à l'heure, j'étais dans une assemblée. Ah oui. D'accord. C'est une organisation africaine qui regroupe plus de 75 hubs à travers l'Afrique. Et là, on avait une assemblée générale pour clôturer l'année en cours. Et également, nous sommes membres de Village Capital, qui est une structure américaine, mais basée en Afrique pour renforcer les capacités des acteurs de certains écosystèmes, notamment comment lever les fonds, comment se structurer pour pouvoir accéder à des ressources. D'accord. Et également, nous sommes ambassadeurs de SeedStar, qui est une organisation suisse qui se déploie dans plus de 80 pays émergents. Et dans ces pays émergents, ils organisent une compétition. Et à la suite de cette compétition, dans chaque pays, il y a un gagnant. À l'époque, c'était par pays, chaque gagnant devait aller en finale mondiale à Lausanne. Depuis l'année dernière, ils ont changé un petit peu le process. C'est qu'après, il y a une finale régionale. De cette finale régionale, ceux qui sont sélectionnés vont en finale à Lausanne. Et à Lausanne, le gagnant a accès à un support financier de 500 000 $. Et puis, il y a aussi des sous-prix, dont prix d'éducation, la santé, environnement. Et pour la petite histoire, le gagnant de la compétition 2018 SeedStar RD Congo, une jeune start-up qui s'appelle SchoolUp, peut-être certains ont entendu parler de cette start-up, avait gagné le concours en RD Congo, et puis est allé en finale à Lausanne, et a fait le bonheur et l'honneur de la RD Congo, parce que cette start-up a eu le prix de l'éducation et du tech. Ce qui, à son retour, cette start-up a été reçue par le président, qui lui a rendu aussi des hommages lors de son discours à la nation. Et c'est déjà aussi, ça a été quelque chose d'important, parce que généralement, quand on sort du Congo, quand on parle de l'écosystème, on a l'impression que c'est un petit peu le trou noir. Et donc, c'était vraiment une fierté. C'est aussi le trou noir pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'un incubateur, en fait. Parce qu'on entend beaucoup de choses, incubateur, accélérateur, d'un mot. Qu'est-ce qu'un incubateur ?
Je pense que l'incubateur, c'est vraiment le terme simple. Hein. Le bébé qui naît, on le met dans l'incubateur. Pourquoi? Pour que c'est un prématuré, il puisse bénéficier d'un cadre, d'accord? De la même manière, l'incubateur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un projet ou qui a évolué dans son projet, mais qui a des lacunes. Il passe par l'incubateur pour pouvoir renforcer ses capacités. Est-ce que pour pouvoir bénéficier de l'incubation, est-ce qu'il faut au préalable avoir déjà un prototype, je dirais, du projet ou du produit? Allez, il y a deux choses. Hein. Je parlerai comme il y a eu aussi, nous, on a passé des moments difficiles en termes de défis parce que le modèle économique classique qui suppose que quand on a un programme d'incubation, celui qui vient pour bénéficier de l'incubation doit payer les frais d'incubation. D'accord? Et malheureusement... C'est toujours le cas à l'heure actuelle? Non, maintenant c'est un défi, c'est un challenge parce qu'on a essayé dans la première phase d'aller dans cette voie-là et on a réalisé que nos jeunes, ceux qui avaient peut-être une idée ou un projet, ne savaient pas payer ces frais d'incubation parce que l'idée aussi, elle peut être intéressante, qui répond à une problématique, mais après il faut structurer. Il y a certains qui ont déjà évolué dans leur idée parce qu'ils ont déjà un prototype, et ils ont un petit marché, mais il faut renforcer ces capacités-là. D'accord? Et donc, ce modèle-là n'a pas marché parce que ces jeunes étaient incapables d'assurer les frais d'incubation. Que faire pour... parce que la volonté va au-delà de les accompagner tout simplement. Mais le défi, c'est entre discuter et parler, critiquer, juger, que faisons-nous? C'est de là qu'on s'est tourné vers des partenaires. Donc, je reviens à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Le Royaume des Pays-Bas, via son programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui s'appelle Orange Corner. Orange, tout simplement parce que c'est la couleur nationale des Pays-Bas, parce que de temps en temps, les gens font l'amalgame. Je vais bien préciser la nuance là-dessus. Et également, ONU Femmes, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Tujenge STEM, Sciences, Technologies, Engineering and Mathematics, pour les jeunes filles. Pour Tujenge, le programme est simple. C'est juste donner à ces jeunes filles des capacités. Des capacités qui peuvent être, comment utiliser tout ce qui est outils d'Internet, notamment le Google Drive et toutes ces choses-là, les amener d'un point A à un point Z, pour certains, pouvoir aussi après se retrouver sur le marché de l'emploi, et d'autres, s'ils ont envie de créer une entreprise sur base de leur projet, y aller. Dans la partie Orange Corner, là, ça part vraiment pour trouver des jeunes qui ont déjà une idée, leur prototype, afin qu'ils puissent mûrir leur projet et ensuite aller sur le marché. Mais là, depuis qu'on a lancé le programme d'incubation, on a lancé nos activités officiellement au mois de mai 2018. On a reçu, dans la première phase où nous-mêmes à Genius City, on faisait l'incubation, à peu près plus de 50 jeunes qui sont passés par l'incubation. Les défis que certains jeunes rencontrent, c'est en famille, parce que c'est aussi culturel. Vous pensez vraiment que votre projet va marcher. Certains nous ont bien fait comprendre que le matin, il se réveille, il travaille sur son projet, mais à la fin, on lui dit, écoutez, monsieur, on n'a pas payé tes études pour que tu bidouilles un truc ici qui n'a pas d'avenir. Résultat des courses, il y a la pression sociale. Puis vous revenez le soir, vous n'avez pas généré des ressources, mais vous vivez au crochet du budget familial. Donc, il y a toute cette pression, résultat des courses, on abandonne son projet, et puis après, bon, on va trouver un emploi. Et donc, c'est toutes ces réalités-là sur lesquelles il faut essayer de pouvoir changer un petit peu notre pédigré, hein, de manière culturelle, parce que la culture de l'entrepreneuriat, en famille également, ça reste un défi parce que les gens ne comprennent pas très bien où est-ce que ça va nous mener. On dit, au Congo, c'est trop compliqué, qui va vous financer pour pouvoir réaliser votre projet? Et donc, l'accompagnement de ces partenaires nous a permis de pouvoir aussi un petit peu souffler et pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs. Mais tout cela se passe suivant un processus de sélection. Oui. Donc, il y a appel à candidature, certains soumissionnent en ligne, et puis après avoir soumissionné en ligne, il y a un processus de sélection. De ce processus de sélection, ensuite, il y a ce qu'on appelle les bootcamps. On invite ceux qui sont sélectionnés pour qu'on leur explique un petit peu ça va se passer comment, c'est quoi le projet, c'est quoi l'incubation. Après, on fait venir des mentors qui font du one-on-one avec ces incubés. Oui. À la suite de cela, il y a un rapport qui sort et on sélectionne. Et puis, un jury qui se met en place.
Hein, et ce jury, on fait venir un membre du jury qui serait le partenaire, et puis on prend des mentors qui viennent, qui participent, et ces jeunes font un pitch devant les membres du jury. Une fois sélectionnés, pour le programme Orange Corner, la cohorte, c'est 20 personnes, donc 20 startups, ils entrent en incubation sur 6 mois. Et pour ONU Femmes, c'est 25 jeunes filles, et également c'est sur 6 mois. Donc, sur la première cohorte, 20 et 25, Orange Corner, Ingenious City, c'est 45 personnes. Et donc, sur l'année, parce que c'est 2 fois 6 mois, ça fait 90 personnes. D'accord. Donc ça, c'est la partie incubation. Mais le défi est encore énorme. Incuber pour incuber. Sans une phase d'accompagnement en termes d'accélération, à un moment donné, les incubés vont se dire, bon, j'ai un prototype. C'est la dernière étape, en fait. Voilà, exactement. Et cette dernière étape, on est en train d'y travailler également, sur lequel il y a des réflexions pour lancer un club de business angel, sur un outil qu'on essaie de lancer également comme un véhicule qui permettrait de trouver des partenaires afin qu'on lève des seed funds, des fonds d'amorçage, pour pouvoir soutenir ces jeunes. Et nous remercions également parce qu'on a eu une visite de la présidente de l'Assemblée nationale qui ne connaissait pas Ingenious City, qui a découvert Ingenious City. Et elle nous dira très bien que, écoutez, l'Assemblée nationale n'a pas beaucoup de moyens, mais de ce que j'ai vu, ça me va droit au cœur. Et donc, l'Assemblée nationale nous a fait un chèque de 30 000 $. Qui était la bienvenue, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, qui nous a permis de pouvoir financer 4 projets. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, François Nguyen. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et coordonnateur de Ingenious City. Et on se retrouve très prochainement avec un nouveau grand témoin. Merci.